Donc d'abord, je me présente, Benoît d'Aviron. J'ai mis ex-CIRAD parce que je suis retraité depuis peu. Le CIRAD, pour ceux qui se posent des questions, c'est en fait un organisme français. C'est l'organisme français d'agronomie tropicale, en fait, qui est basé essentiellement à Montpellier, mais qui a des gens un peu partout dans les zones tropicales. Mais on est 1000 à Montpellier, donc si vous me posez la question de savoir si je connais quelqu'un qui s'appelle Jeanne et qui travaille au CIRAD, il est possible que je ne la connaisse pas, en fait. Voilà. Et donc moi, je suis agronome de formation, mais j'ai fait une thèse en économie et je fais beaucoup d'histoire économique, en fait. C'est surtout ça mon truc. Donc du coup, pas mal d'histoire. Alors, le titre va s'éclairer, je pense, dans l'exposé, du moins j'espère. En fait, c'est le thème de l'exposé, c'est d'expliquer le titre d'une façon. Juste pour vous faire remarquer quelque chose, donc là j'ai pris une peinture de Van Gogh en fait, qui représente Arles, vue de loin. Et c'est une peinture qui a le bon goût de montrer à la fois, alors attendez que je vois ça, à la fois des moulins à vent, des cheminées avec du charbon, de la biomasse devant. Enfin, c'est une petite combinaison du soleil. Hein, donc voilà, on est en plein dans le sujet avec cette peinture de Van Gogh. Un mot sur ce que c'est que le métabolisme socio-écologique. En fait, c'est une notion qui a été pondue, on peut dire, il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, en fait, qui fait référence au flux d'énergie et de matière qui traverse une entité humaine quelconque pour lui permettre d'exister. Quand je dis entité humaine, ça peut être une famille, un village, un pays. Il y a forcément, pour que ça existe, forcément un flux de matière et d'énergie qui rentre, et puis il y a quelque chose qui sort, qu'on appelle des déchets le plus souvent, mais pas que. Mais il y a toujours des déchets, en tout cas, hein, on le sait tous. Donc le métabolisme socio-écologique, c'est ça, en bref, c'est simple hein, comme problème. Si on fait un parallèle avec la physique, c'est une structure dissipative, en fait. C'est l'équivalent de s'intéresser à considérer que les affaires humaines, les entités humaines sont des structures dissipatives. Ça a été beaucoup travaillé par des gens de Vienne, l'Institut d'écologie sociale de Vienne, j'ai mis 2 noms d'auteurs là, qui ont beaucoup travaillé ça, et en particulier qu'on fait des quantifications sur très longue période, en fait, de ces flux d'énergie et de matière au niveau national, le plus souvent, donc d'essayer de quantifier, en fait, mais quand je dis sur longue période, c'est-à-dire sur 2 siècles, hein, les flux d'énergie et de matière qui rentrent et qui sortent. Alors, plutôt qui rentrent, sur les déchets, c'est beaucoup plus difficile à quantifier, mais en s'intéressant, et en particulier à 4 types de flux, en distinguant 4 types de flux, l'énergie fossile, les minerais métalliques, les minerais non métalliques et la biomasse, bien sûr, puisque c'est le sujet du jour. Pourquoi ça remet ça? Hop, voilà. Alors, moi, j'utilise pour distinguer la situation dans laquelle on est aujourd'hui et comment ça se passait dans le passé, la distinction entre métabolisme solaire et minier. Alors, j'utilise ça plutôt qu'organique versus minéral, qui a pu être utilisé, ou agraire versus industriel. Industriel, souvent, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, en fait. Solaire versus minier, ça me permet de... Quand je parle du passé, de prendre en compte non seulement en termes de flux d'énergie et de matière la biomasse, mais aussi le vent et les cours d'eau, hein, qui n'existent que parce que le soleil rayonne sur la Terre. En fait, derrière la biomasse, c'est effectivement des écosystèmes et la photosynthèse, comme Paul Matisse nous l'a déjà expliqué. Donc, c'est bien du soleil qu'il y a derrière ça, avec une particularité par rapport à la situation présente en termes de sources d'énergie et de matière, c'est que c'est spatialement diffus, hein, il y en a partout. À côté de ça, ce que j'appelle minier, c'est ces situations de société comme la plupart des sociétés, enfin de plus en plus de sociétés humaines aujourd'hui, où l'essentiel des ressources de matière et d'énergie viennent du sous-sol, c'est des ressources souterraines, qui sont abiotiques, qui ne sont pas vivantes et qui ne sont pas adaptées aux vivants non plus, qui sont importantes, génératrices d'importantes quantités de déchets pour les exploiter. Hein, vous savez que quand on veut un minerai quelconque, en fait... on bouge 10 fois plus, au minimum 10 fois plus de matière que ce qu'on récupère à la fin pour l'utiliser. Et généralement spécialement concentré. Alors en fait, on peut représenter très facilement cette affaire-là en regardant l'évolution en longue période. Ah mince, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas droit au bas de mon graphique qui part de 1500, ici, jusqu'en 2000, disons. Hein. Donc on est en 1500 là-bas. On a 6 siècles de consommation énergétique du Royaume-Uni. Il y a des historiens anglais qui ont été assez gentils pour s'embêter à essayer de calculer ça, et moi j'en profite.
et vous aussi, du coup. Et donc, vous voyez comment la composition énergétique du Royaume-Uni reflète bien ce basculement du solaire au minier, puisqu'on part d'une situation, donc, disons, au XVIe siècle, où l'essentiel de l'énergie, c'est de la biomasse, hein, travail humain, travail animal et bois de feu. On ne met pas là-dedans les plantes, puisque les plantes, en fait, elles vont les retrouver dans les animaux ou dans les humains. Donc, on passe directement au stade de travail des animaux et des humains. Et déjà, ceci dit, c'est intéressant à voir, un peu de charbon. Hein, les Anglais, en fait, ont utilisé très, très tôt du charbon pour se chauffer, avec des problèmes de pollution urbaine, etc., qui étaient quand même très sérieux. Donc, vous voyez qu'on a eu une croissance très forte. Là, on est à la fin du 19e. Je suis désolé hein, qu'il y passe. On est à la fin du 19e. Le charbon représente à ce moment-là 95% de l'énergie consommée au Royaume-Uni. Il a complètement marginalisé la biomasse. Et lui-même va être en partie déplacé, mais par d'autres sources d'énergie fossiles qui sont essentiellement le pétrole, pardon, je ne vais pas bouger ça comme ça, et le gaz naturel. Et là, vous avez un peu d'électricité qui est hydroélectrique et puis nucléaire, en fait, dans l'affaire. Donc, on voit bien, là, ici, en termes d'énergie, comment on est passé du soleil au minier, hein, du soleil à la mine. On peut le voir aussi en termes d'une autre lecture qui est là, donc à l'échelle mondiale, l'évolution de la consommation de ces 4 catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure, que sont la biomasse, les minerais métalliques, les minerais non métalliques et les porteurs d'énergie fossile, l'énergie fossile, disons. Et vous voyez que bon, la biomasse, elle, a plutôt diminué. Ça, c'est en tonnes par an et par habitant de la planète. Donc, vous voyez, là, on part de 1900 et on arrive à 2000 à peu près. La hausse, là, après, c'est la Chine. En fait, c'est la croissance chinoise qui fait que la tendance se retourne en termes de consommation de biomasse par habitant sur la fin. Et puis, vous avez le fossile, ici, qui a tendance à stagner à partir du premier choc pétrolier, mais qui repart à la fin. Ça, c'est encore la Chine, évidemment. Toujours la Chine, ici, pour les minerais métalliques. Et pour les minerais non métalliques, là, de nouveau, cette croissance incroyable, c'est la construction chinoise, en fait, le boom hein, des infrastructures chinoises et de la construction chinoise. Donc, vous voyez ici, en tout cas, qu'en termes de matière consommée, là, on n'est plus en énergie, mais en matière, on est en tonnes. Alors, on compare des patates et des carottes, mais disons qu'on va le supporter pour l'instant. Eh bien, effectivement, de loin, la biomasse, qui était la principale matière utilisée au début du XXe siècle à l'échelle de la planète, est devenue maintenant beaucoup moins importante comparée aux différentes autres matières. Une autre façon, puis je m'en arrêterai là, mais de voir ça, c'est de voir la part des ressources minières dans la consommation nationale de matière de différents pays. Donc là, depuis... Alors, je suis désolé de nouveau, depuis 1900, je pense, jusqu'en 2010. Et vous voyez que la tendance, que ce soit le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'URSS, l'Espagne, tout le monde va à la hausse et converge vers un niveau de matière, en fait, de ressources minières, de matière d'origine minière, qui converge vers 70-75% en fait, de la consommation de matière. Hein, tout ça vient du sous-sol, pour l'essentiel. Voilà donc pour ce qui est de ce que c'est que le métabolisme et comment est-ce qu'on est passé, enfin, comment, on n'en est pas dans le comment, la description de ce passage du solaire au minier. Alors maintenant, parlons biomasse. Et d'abord, biomasse dans le régime métabolique solaire, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez tous, mais rapidement. La biomasse dans le régime métabolique solaire, c'est effectivement essentiel. On a certes le vent et les cours d'eau. Le vent permet en particulier le transport maritime, j'en reparlerai, mais en termes pour la plupart des gens, c'est la biomasse qui est la principale source d'énergie et de matière. C'est elle qui permet de se nourrir, c'est elle qui permet de se loger très souvent, même si on utilise un peu de pierre, c'est elle qui permet de se chauffer, c'est elle qui permet de travailler dans les champs, hein, c'est de l'attraction animale, c'est elle qui permet d'entretenir la fertilité des champs, c'est la biomasse, de toujours, c'est la biomasse qui permet de s'habiller, c'est la biomasse qui permet de s'éclairer. Hein, l'éclairage, ça peut sembler aujourd'hui un truc bêta, mais en fait, ça a été un gros problème. Et c'est la biomasse qui permettait d'avoir de la lumière sous forme d'huile ou sous forme de suif ou de cire, enfin, différentes façons d'avoir de la lumière. Mais ce qui était un vrai problème, hein, malgré tout. Donc ça, c'était plutôt une description de la vie rurale, mais on pourrait dire qu'en ville, c'était la même chose. La biomasse servait à faire des teintures,
l'essentiel des teintures, il y avait quelques teintures minérales, mais l'essentiel des teintures était d'origine animale ou végétale. C'est elles qui permettaient de faire des meubles, c'est elles qui permettaient de faire des chaussures, de faire de l'acier. On utilisait du charbon de bois pour faire l'acier, et ça a été compliqué pour passer à autre chose que le charbon de bois. La coque, on a mis beaucoup de temps à mettre au point la fabrication de la coque. C'est elles qui permettaient de faire du verre. C'est elle qui permettait de transporter les gens en ville, c'est elle qui permettait de peindre aussi. La plupart, si vous regardez la composition d'un tableau antérieur au XIXe siècle, vous avez essentiellement de la biomasse. Voilà, donc la biomasse est au cœur de cette affaire. Alors maintenant, pour parler plus de l'agriculture, même si j'évoque la foresterie, on peut considérer que dans ce contexte de société à régime métabolique solaire, l'agriculture, c'est un système énergétique contrôlé. C'est un système énergétique solaire contrôlé, c'est-à-dire qu'on sélectionne un certain nombre de plantes, en fait, qu'on va favoriser à côté des autres plantes et à côté des prédateurs éventuels, animaux, petits et grands. Là, je vous recommande là-dessus le bouquin d'un certain Rolf Peter Sieferle, qui a écrit un livre qui s'appelle « La forêt souterraine », The Subterranean Forest, qui est disponible en ligne, et qui est vraiment très intéressant sur cette transition. Lui, il ne parle pas de solaire et minier, mais en gros, il n'utilise pas ces termes-là, mais c'est de ça dont il parle, en particulier à propos de l'Allemagne. Dans ce cadre de régime métabolique solaire, il est clair que l'agriculture doit produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Ça peut sembler évident, mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et là, puisque c'est effectivement la biomasse qui est la principale source d'énergie, que l'agriculture est le principal fournisseur de biomasse, il est clair que l'agriculture doit produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et que l'énergie disponible pour une société donnée dépend de l'espace qu'elle contrôle, puisque derrière ça, c'est de la photosynthèse, et la phosynthèse, elle est proportionnelle à la surface contrôlée. Donc, on a en fait un enjeu sur le contrôle de l'espace qui est très important. Ça peut prendre une forme coloniale, éventuellement, ça a souvent été utilisé. Rome, par exemple, se nourrissait du blé égyptien que l'Égypte était obligée de fournir en fait, à Rome. Mais on a bien d'autres exemples. Dans ce régime-là, métabolique solaire, on peut considérer que si on prend un terroir donné, on a trois types d'espaces qui nous fournissent trois types d'énergie. On a des champs qui vont fournir de l'alimentation pour les humains, pour le métabolisme humain lui-même, pour des individus. On a des pâturages qui vont nous faire venir à la fois de l'énergie mécanique sous forme d'animaux, chevaux, bœufs, mules, enfin tout ce que vous voulez, lamas. Et puis on a qui fournira aussi ces pâturages du fumier, ce qui est essentiel pour la culture dans les champs. Et puis on a les forêts qui nous fournissent de l'énergie thermique. Et on a un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de champs, eh bien, il faudra prendre sur les pâturages ou sur les forêts. Et on a des situations extrêmes comme dans le bassin du Yangtze en Chine, où il n'y a pratiquement plus de forêts et plus d'animaux. Le travail est fait entièrement par les humains parce qu'il y a beaucoup d'humains qui occupent tout l'espace, d'une certaine façon. Et on garde tout l'espace pour produire des aliments. Une des particularités, alors ça peut sembler un peu décalé par rapport à la biomasse, mais ce qui est important, surtout d'un point de vue historique, c'est qu'une des particularités des sociétés à métabolisme solaire, c'est cette contrainte du transport, en fait. La tyrannie de la distance, on pourrait dire. En fait, on n'a aucune, pratiquement, source de mobilité, source d'énergie mécanique mobile. On a bien les moulins, à eau ou à vent, mais ce ne sont pas des sources d'énergie mécanique mobiles. Les seules sources d'énergie mécanique qu'on ait, mobiles, c'est les humains et les animaux. Ce qui rend le transport terrestre très compliqué. Je veux dire, il y a des écrits là-dessus. Si vous mettez de l'orge, disons, dans une charrette et que vous mettez des animaux devant, au bout de 200 km, les animaux, ils auront tout mangé, puisqu'il faut bien les nourrir pour qu'ils avancent. Donc, en fait, vous avez une contrainte absolue, d'une certaine façon, que ce soit pour de l'énergie humaine ou de l'énergie animale, une contrainte absolue sur le transport terrestre. Dans cette affaire-là, c'est ça qui explique l'importance des cours d'eau et des mers et pourquoi les grandes villes, pourquoi les grandes puissances sont au bord de la mer. Pourquoi Venise est à Venise, au milieu de l'eau, pourquoi Amsterdam est à Amsterdam, au milieu de l'eau. C'est que l'eau permet à la fois de réduire les frottements, elle fournit éventuellement de l'énergie mécanique quand on a des cours d'eau, mais en plus, elle permet d'utiliser la voile, et la voile, c'est un truc formidable. La voile, c'est un truc formidable, ça multiplie l'énergie que peut maîtriser un humain par 100, 1000, suivant la quantité de voile qu'on met. Donc, on a ce rôle crucial en fait, de l'eau, de la proximité de l'eau, qui va en fait largement déterminer la géographie urbaine et la géographie des puissances, de l'accumulation de richesses. Rome, lui-même, la ville de Rome n'est pas très loin de l'eau, c'est comme ça qu'elle peut être approvisionnée par l'Égypte. Pardon.
Ah, pourquoi ça fait ça? Excusez-moi. OK. Maintenant, passons à la biomasse dans le régime métabolique minier en 2 saisons, si vous permettez. La saison 1, c'est donc le 19e siècle, la machine à vapeur, les fronts pionniers. C'est la domination de l'Angleterre aussi à l'échelle mondiale. On pourra parler de ces dimensions géopolitiques peut-être plus tard dans la discussion. Hein. Je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est dans le fond de mon analyse. Hein. Donc, 19e siècle, saison 1, machine à vapeur, front pionnier. Effectivement, l'exploitation du charbon, donc, qui se met en place, comme on l'a vu, assez tôt malgré tout, mais qui va se développer au cours du 17e, 18e, c'est d'abord une source d'énergie thermique qui permet de faire beaucoup d'acier et de dépasser cette contrainte de la déforestation de l'Angleterre qui était très forte en fait au 18e, de faire face à cette pénurie de bois qui devenait croissante. Ça permet de faire des briques, hein, ce qui explique que Londres soit faite en briques principalement. Mais surtout, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre, avec la machine à vapeur, d'avoir de l'énergie mécanique en très grande quantité, en très très grande quantité. Hein, on a une innovation là, radicale dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on transforme de la chaleur en mouvement. Et ça, c'est un truc vraiment, c'est une rupture radicale dans l'histoire de l'humanité. On transforme de la chaleur en mouvement, on multiplie comme ça la capacité de transformation de la biomasse, qui reste la principale matière consommée malgré tout, mais on peut en transformer beaucoup plus, ce qui explique les performances de l'Angleterre d'un point de vue industriel, et le fait que l'Angleterre ait pu arroser le monde entier de ses textiles. Et surtout, on redéfinit la contrainte, et la contrainte de transport terrestre en particulier. Bien sûr, il y a bien des bateaux à vapeur, mais les bateaux à vapeur, ça bougeait déjà avec les voiles. De certaine façon, le bateau à vapeur a des limites en plus. C'est-à-dire que sur les très grandes distances, par exemple pour aller à San Francisco depuis l'Europe, on continuera d'utiliser la voile parce que sinon, il aurait fallu remplir le bateau de charbon, en fait. Donc ça a peu d'intérêt. C'est un peu comme les bœufs avec le chargement d'orge derrière. Donc, c'est surtout la contrainte terrestre qui est essentielle. On met fin à cette tyrannie de la distance terrestre, en fait, avec la machine à vapeur. Et ça, c'est essentiel. Une des conséquences de ça, du point de vue de la logique de la biomasse et de la logique de l'approvisionnement en biomasse, d'abord des sociétés européennes, puis du monde entier, c'est qu'on va pouvoir aller chercher la biomasse très loin. Et l'Angleterre est vraiment le modèle le cœur de ce modèle. L'Angleterre va s'approvisionner de manière croissante sur les marchés mondiaux, par les importations. Vous voyez ici la part des importations dans les disponibilités. Encore aujourd'hui, on n'est pas à ce genre de niveau des importations dans la consommation anglaise. 81% du blé vient des importations, vient d'Australie, vient d'Argentine, vient des États-Unis, vient de Russie, vient d'un peu partout. 42% de la viande, et ça s'est arrêté parce que la Première Guerre mondiale, 97% du textile, 87% du bois, et les huiles végétales, c'est 95% à peu près. Hein, c'est-à-dire que grâce à cette révolution des transports, on peut aller chercher des produits qui sont au fin fond des continents, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la voile. Alors, petite incidente, mais on pourra en discuter, ce n'est pas une affaire coloniale à ce stade. Hein, c'est-à-dire que les colonies en 1912, ça représente un petit tiers des importations anglaises. En fait, c'est des nations souveraines qui fournissent. C'est la Russie, c'est l'Argentine, c'est les États-Unis. C'est des pays comme ça. L'affaire coloniale, elle est post-Première Guerre mondiale, en fait. Surtout dans le cas de la France, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'autre bout de la voie ferrée, à l'autre bout du transport? Eh bien, c'est cette dynamique de front pionnier qu'on a à l'échelle mondiale et qui est alimentée par le chemin de fer. Hein, c'est le chemin de fer qui, d'une certaine façon, alimente cette dynamique de front pionnier. Front pionnier, c'est quoi? C'est une colonisation agricole de terres qui étaient avant des terres de pâturage ou de forêt, où on va tuer le plus souvent des populations de chasseurs-cueilleurs ou de pasteurs. Vous avez tous vu des westerns. Et on va arriver à la place des agriculteurs européens, en partie asiatiques, je n'en parle pas là, mais on pourrait en parler, qui vont mettre en culture, développer de l'agriculture sur des terres sur lesquelles il n'y avait pas avant d'agriculture en tant que telle, ou de l'agriculture itinérante sur des très longs cycles. Et vous voyez que cette dynamique de front pionnier, on peut l'appréhender en termes de surface agricole. Elle concerne d'abord, effectivement, l'Amérique du Nord, hein, où les surfaces sont multipliées par 3,5 entre 1850 et 1920. Mais elle concerne aussi l'Asie du Sud-Est, où là on a une dynamique avec de la main-d'œuvre asiatique très importante, main-d'œuvre indienne et chinoise. Elle concerne la Russie. Hein, la Russie, c'est un front pionnier, au même titre que... Il y a un Far West russe, alors c'est un fariste. Il y a un fariste russe, au même titre qu'il y a un Far West américain. Il y a eu toute une colonisation par les paysans russes de l'Asie centrale, de la Sibérie,
En Asie, c'est la Mandchourie qui a été dans l'Asie du... Où est-ce qu'elle est celle-là? Je l'ai perdue. Bon, je ne retrouve pas la Mandchourie, c'est pas grave. Voilà. Après, on voit qu'il y a des endroits où ça ne bouge pas, effectivement. L'Europe, qui a déjà fait le plein en termes de surface cultivée. L'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde, qui est déjà très pleine. Et puis l'Afrique tropicale, qui finalement, où les surfaces avancent assez peu. En fait, l'Afrique va rentrer dans le grand marché mondial de la biomasse plutôt après la Première Guerre mondiale. Jusque-là, c'est plutôt une exploitation côtière. On a quelques produits comme l'arachide, l'huile de palme, mais qui sont sur des zones proches des côtes, en fait. Alors là, juste pour une petite illustration, parce que c'est visuellement très parlant, comment le chemin de fer a fait avancer le front pionnier. Donc là, vous avez le chemin de fer aux États-Unis. On commence en 1830. Hein, donc ici, vous voyez, il y a des petits morceaux de chemin de fer. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Il y en a d'autres ici. Puis on le voit avancer progressivement vers l'ouest. Hein, c'est cette course vers l'ouest. Et il avance vers l'ouest. On atteint les Grands Lacs. Là, ici, et bientôt la grande plaine centrale. Là, on y est. Et puis là, voilà. Ça, c'est le front pionnier américain qui arrive et qui arrive là. Après, on arrive aux Rocheuses. Hein, donc... c'est plus difficile de faire passer le train. Mais vous voyez, là, c'est visuellement cette avancée du front pionnier, cette colonisation de la prairie en fait, nord-américaine qui va permettre de produire des énormes quantités de céréales, en particulier, et d'approvisionner l'Europe en céréales américaines. Donc derrière ça, c'est la machine à vapeur. Hein, c'est la machine à vapeur qui permet ça. Sinon, vous n'auriez pas pu sortir en fait, ces produits de l'intérieur du continent américain. Alors, est-ce que je parle de ça? Bon, je vais en parler, mais je pensais le faire sauter. En fait, une des particularités, et ça renvoie à la question de la mine, c'est que la logique même d'un front pionnier, où que ce soit, de certaine façon dans le monde, c'est une exploitation, c'est une gestion minière de la fertilité des sols. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un front pionnier, quand vous êtes un agriculteur qui arrive sur un front pionnier, vous avez tendance à penser que les réserves de terre sont illimitées. Et donc, vous n'avez pas à vous intéresser à la fertilité des sols. Vous allez l'exploiter, vous arrivez dans un endroit, vous coupez la forêt, vous retournez à la prairie, vous exploitez la fertilité des sols qui est très importante à ce moment-là, puisque c'était des sols qui n'étaient pas exploités par l'agriculture, et vous allez l'exploiter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et là, vous vous déplacez, vous allez plus loin. Il y a des exemples spectaculaires qui sont, par exemple, l'État de São Paulo, au Brésil, où l'État de São Paulo a été entièrement déboisé. C'était une très grande forêt humide, et a été déboisée en une cinquantaine, 70 ans pour faire du café, une surface équivalente à la surface de la France. Et les gens plantaient du café, 30 ans plus tard, ils abandonnaient la terre, ils allaient plus loin, et on avait à la place de la forêt un espèce de petit pâturage, tout maigroulet, en fait, ce qu'on peut encore voir aujourd'hui dans un certain nombre d'endroits. Donc souvent, ça a débouché sur ce qu'on appelle des crises écologiques, et là, c'est le cas des États-Unis. La Dust Bowl, c'est vraiment la manifestation, ces tempêtes de sable, vous avez tous lu Les raisins de la colère, et sans doute, et vu ces histoires de gens de l'Oklahoma qui sont obligés de partir en Californie parce qu'ils ont perdu leur terre. La terre est vraiment physiquement partie. Elle est physiquement partie, emportée par le vent, parce qu'on a exploité toute la matière organique qu'il pouvait y avoir dans le sol. Saison 2. Donc, saison 2, on passe au XXe siècle, on passe à l'hégémonie américaine plutôt, c'est-à-dire que ce n'est plus les Anglais qui dominent le monde, c'est plutôt les États-Unis, enfin bientôt, à partir de 1945. On passe au pétrole, produits de synthèse, moteur explosion, évolution verte, je m'explique tout de suite. La première chose, c'est qu'en fait, on va avoir un bouleversement de la demande de biomasse, et en particulier de la demande de biomasse alimentaire, agricole, pardon, la demande de biomasse agricole. Et ce, en particulier, parce qu'on a un développement de la chimie organique qui va complètement bouleverser cette demande, en fait. La chimie organique, le projet de la chimie organique, c'est une logique de synthèse à partir de ressources fossiles, charbon puis pétrole, pétrochimie, carbochimie, quoi. Une logique de synthèse qui va permettre de substituer des produits de synthèse tirés des ressources fossiles, qui va substituer la biomasse par des produits de synthèse. Ça commence avec les teintures. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ça commence avec les teintures au milieu du XIXe siècle, avec le goudron du charbon, le goudron qui est en fait un espèce de sous-produit de la production de gaz pour éclairer les villes. On avait des tas de goudrons dont on ne savait pas trop quoi faire, et ça a été la matière première de la chimie organique pendant très longtemps. Et on en a tiré des tas de composés, en fait organiques, des tas de composés qui étaient autant de substituts synthétiques à la biomasse.
Teinture d'abord, puis après, quasiment n'importe quel matériau. Hein, nous, on a eu l'exemple du caoutchouc, mais un peu plus tard, mais les matières plastiques qui vont remplacer le bois, enfin, la liste est interminable. Vous prenez cette pièce et vous regardez ce qui est vraiment de la biomasse et ce qui est de la synthèse à partir de pétrole ou de charbon, vous verrez vite. Ça, je le dis juste pour éventuellement en discuter plus tard dans la discussion, mais dans cette affaire-là, l'Allemagne est centrale. On sait tous que la chimie, c'est une histoire beaucoup allemande. En fait, après la Première Guerre mondiale, la chimie américaine va se construire en expropriant les entreprises allemandes. Alors, je le mentionne parce que c'est sur le rôle des guerres dans ces transitions, c'est extrêmement important. En fait, les États-Unis, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, vont exproprier à la fois les brevets et les capitaux allemands des entreprises de la chimie qui étaient présentes aux États-Unis. Et les géants de la chimie américaine vont se construire sur la base de cette expropriation en fait, de la chimie allemande. Et c'est sanctionné dans le traité de Versailles en 1920. Il est dit que... Tac. Et donc, vous voyez les conséquences que ça a eu, c'est énorme. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, là, vous avez l'évolution de la consommation non alimentaire de produits agricoles aux États-Unis. Et vous voyez qu'on a divisé, ça a été divisé en gros par 10 en tendance, avec des mouvements qui sont liés en fait aux guerres. Hein. En 1945, on est revenu plutôt à de la biomasse parce qu'elle était plus accessible, d'une certaine façon. Mais en tendance, on divise par 4 les usages non alimentaires des produits agricoles. Ce qui veut dire que l'agriculture va devenir spécialisée dans l'alimentation. Mais c'est une invention du XXe siècle, en fait. Hein, on a tendance à dire, voilà, agriculture égale alimentation, et ça, c'est indépassable. En fait, c'est une particularité du XXe siècle, le fait que l'agriculture soit spécialisée, dédiée à l'alimentation. Et c'est bien le débat de la période actuelle. Hein. Deuxième chose qui va être essentielle dans la remise en cause de la biomasse, les usages non alimentaires de la biomasse, c'est le moteur à explosion. L'avantage, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est effectivement la théorie française des pratiques allemandes, mais l'avantage de la biomasse, du moteur à explosion, c'est surtout qu'on arrive à avoir des moteurs beaucoup plus légers qu'avec la machine à vapeur. Hein, vous avez ici le poids par unité par watt de la locomotive, on est à 200. Pourquoi ça ne marche plus, ça? Ça ne marche plus, c'est pas grave. Ou alors je ne sais pas où il faut. Non. Vous êtes à 200. Avec la Ford T, vous êtes à 5. Hein, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de chemin de fer. En fait, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez avoir vous avez une source d'énergie mécanique mobile qui n'a plus besoin d'infrastructures gigantesques comme l'étaient les chemins de fer et qui peut rouler sur la Terre, qui peut aller un peu partout sur la planète. Hein, ça change tout. De nouveau, c'est une étape supplémentaire essentielle dans la remise en cause de la tyrannie de la distance sur Terre. Et donc, dans l'agriculture, on va avoir 3 innovations qui sont liées à cette dynamique, à la fois des moteurs et de la chimie, qui sont, la motorisation, ça c'est le Fordson, c'est le premier tracteur léger qui va vraiment se diffuser, et qui est né en 1910, quelque chose comme ça, j'ai plus exactement la date en tête, mais qui va pouvoir permettre de prolonger la mécanisation déjà très avancée de l'agriculture américaine. Synthèse de l'ammoniac, ça c'est essentiel en fait. Hein, vous le savez, c'est essentiel la synthèse de l'ammoniac. Elle est mise au point en 1913, c'est Haber-Bosch, qui travaille chez BASF à ce moment-là. Donc ça fait partie de cette logique de substitution de la biomasse par des produits de synthèse. On n'a plus besoin de biomasse pour fournir de l'azote au sol en fait. À partir du moment où on sait capturer l'azote de l'atmosphère et qu'on a du charbon, on a une source d'azote illimitée. Et ce sera la condition des stratégies d'autosuffisance alimentaire du XXe siècle, ce sera la condition de tout cet accroissement de la production agricole du XXe siècle. Ces sources d'azote quasiment illimitées qu'on a grâce à Haber-Bosch. 1913, ce n'est pas un hasard, c'est aussi que l'azote, vous le savez, ça sert à faire des explosifs. Hein, donc ce n'est pas juste pour nourrir les gens que Haber-Bosch travaillait, c'était aussi parce qu'il y avait un enjeu explosif, que pour faire des explosifs, on avait besoin d'azote, et que les sources de nitrate qui venaient du Chili, en fait, étaient en train d'être menacées par l'hypothèse d'une guerre avec l'Angleterre. Donc il y a un enjeu, là aussi, très militaire, on pourrait dire, dans cette affaire. Dernière chose, c'est les pesticides, qui sont un sous-produit de la guerre, là aussi, en partie. Les premiers pesticides, en fait, c'est des sous-produits des gaz de combat qu'on va utiliser contre les insectes, etc., etc. Bon, ça, c'est une affiche de mauvais goût des États-Unis, qui cherchent à éliminer et les Japonais et les moustiques. Alors, vous avez ici, d'un point de vue graphique, la représentation de cette rupture, de ce changement de modèle agricole lié à
À ce développement, on pourrait dire, du régime métabolique mini. Vous voyez ici que jusqu'en 1900, est-ce qu'il voudrait bien marcher? C'est la pile qui doit être fatiguée ou quoi? Non, là, il est bon. Jusqu'en 1900 à peu près, la production agricole américaine, elle augmente en même temps que les surfaces. Les bleus, c'est les surfaces. C'est le front pionnier. Hein, on avance, on cultive de plus en plus de surfaces. Là, on rentre dans le début de la crise agricole américaine, la longue crise américaine, avec crise écologique, crise économique. Et puis, on va en sortir, à partir de 1940, non plus en étendant les surfaces, mais en augmentant la production par la consommation d'engrais. Hein, on passe des surfaces du bleu au vert. Le moteur devient la consommation d'engrais, de motorisation, de pesticides, etc., etc. Et donc on a là, visuellement, la représentation de ce changement de modèle avec ces deux phases de croissance de la production sur deux facteurs totalement différents. Les animaux sont quelque chose de très intéressant à regarder dans cette affaire-là parce que c'est vraiment c'est une caricature de ce changement de modèle agricole, on pourrait dire. En fait, les animaux vont devenir des usines à protéines. Aujourd'hui, c'est à peu près ce que c'est, hein, protéines ou bien sous forme de lait ou sous forme de viande. Et fini les poils, le gras, les os, le travail, le fumier, tout ça. En fait, les animaux aujourd'hui, ou on les mange, ou on les caresse. Hein, ou on les tue, on les caresse. Ou c'est des animaux domestiques de compagnie, ou c'est des animaux qu'on élève pour les manger. Hein. Il n'y a plus du tout cette diversité en fait, de l'usage de l'animal qu'il pouvait y avoir dans les sociétés à régime métabolique salaire. Et on a une espèce d'idéal très bizarre, c'est d'arriver à avoir des animaux sans animalité. C'est-à-dire que foncièrement, un animal, ce que c'est par rapport à un végétal, c'est que ça bouge. Hein, c'est que ça bouge et que ça va aller chercher son aliment tout seul, on n'a pas besoin de lui porter. Mais en fait, dans les élevages modernes aujourd'hui, ce qu'on cherche avant tout, c'est que l'animal bouge le moins possible. Hein, et on va essayer de l'entraver le plus possible pour qu'il ne dépense pas bêtement de l'énergie à se déplacer. Donc on a une espèce de truc un peu caricatural là, avec l'élevage dans le cadre de ce modèle. Une des conséquences essentielles de cette affaire-là, c'est que non seulement on augmente le rendement, là vous avez en rouge le rendement, là vous avez en bleu la productivité du travail, c'est-à-dire la quantité de produits agricoles produites par travailleur. Et ce que vous voyez, c'est que certes le rendement a augmenté, aux États-Unis il a moins augmenté qu'en Europe parce qu'il y avait quand même beaucoup de terres, mais il a quand même augmenté. Mais surtout, ce qui a augmenté, c'est la productivité du travail. De manière incroyable. On a multiplié par 10 la productivité du travail. Là, je suis qu'en 70 encore, hein, en 75. On a multiplié par 10. Et ça, c'est beaucoup la motorisation, hein, et aussi les herbicides. Les herbicides, c'est formidable, c'est une façon. Je me fais l'avocat du diable en partie, de mon point de vue, mais c'est formidable un herbicide. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un potager et que vous avez le temps qu'on passe à désherber dans un potager, comparé à un coup de Roundup. Mais c'est formidable le Roundup. Hein. Vraiment, on gagne beaucoup de temps. Donc une productivité. Et ça, ce développement conjoint de la productivité du travail et du rendement, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. En fait, historiquement, le rendement des terres avait pu être augmenté toujours au prix d'une diminution de la productivité du travail. C'est-à-dire en mettant plus de travail dans les champs, en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Plus que ce qu'on gagnait en rendement, de certaine façon. Parce que la pression était là, la pression démographique était là. Là, en fait, on arrive à augmenter les deux. Mais on le fait comment, de certaine façon? En injectant de l'énergie fossile dans l'agriculture. Hein, il n'y a pas de mystère, de certaine façon. Rien ne se perd, rien ne se crée, vous le savez tous. Et en fait, on casse cette malédiction, on pourrait dire, de l'humanité qui était d'avoir cette tension entre rendement et productivité du travail. On la remet en cause grâce à l'injection d'énergie fossile dans l'agriculture. L'intérêt de 70, c'est qu'on est avant le choc pétrolier, et donc le pétrole, c'est champagne. Hein. On en utilise à tour de bras, et on utilise à tour de bras des engrais, qui sont principalement produits avec du pétrole. Et donc on a une espèce de moment extrême, on pourrait dire, de la consommation énergétique de l'agriculture française. Ça s'est amélioré depuis un petit peu. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est ma dernière ligne, c'est que le rendement de l'agriculture française en termes énergétiques, il passe de 5 au début du 19e à 0,7 en 1970. C'est-à-dire que l'agriculture, en 1970, consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Elle a des performances remarquables, elle a des gros rendements, elle a une grande productivité du travail, mais tout simplement, le secret de cette affaire-là, c'est d'injecter de l'énergie fossile dans le secteur agricole. Et donc l'agriculture qui était avant une source d'énergie devient en fait un consommateur d'énergie.
Alors juste, c'était pour me parler un peu de forêt malgré tout, puisque je parle beaucoup d'agriculture. Ça, c'est une région où j'habite et où je travaille. C'est pour montrer l'évolution, les conséquences sur la foresterie hein, de cette affaire de basculement de régime métabolique solaire à minier. C'est que vous avez donc en foncé, c'est les forêts à la fin du XVIIIe siècle dans l'Hérault, d'après la carte de Cassini, je ne sais pas si vous connaissez, et en vert clair, c'est les forêts en 2006. Vous voyez l'extension de la surface forestière qu'on a eue dans l'Hérault. Alors l'Hérault, c'est peut-être un cas extrême parce qu'on a des terres qui ne sont pas terribles, etc., et que dès qu'on a pu les lâcher, on les a lâchées. En changeant les essences ou c'est les mêmes? Il y a des plantations de... oui, je pense que c'est beaucoup du changement d'essence parce qu'il y a eu des plantations de pins, de sapins, de choses comme ça. Il y a eu des plantations de résineux. Et alors que traditionnellement, enfin, disons dit que l'optimum écologique, il est pour des chênes verts, par exemple. C'est des chênes qui devraient pousser ici. Mais bon, voilà, malgré tout, donc une avancée. Donc quand on lit, enfin, je pense que c'est bien avoir ça en tête aussi quand on nous dit qu'il faut planter beaucoup d'arbres. En fait, il n'y a pas de problème, les arbres, ils se plantent. Hein. La forêt, elle avance toute seule, et largement en France. Et encore aujourd'hui, elle continue d'avancer, hein, même si la sécheresse ou la chaleur l'abîme. Voilà, elle ne nous a pas attendu, disons, pour avancer. Donc, je vais conclure là. Je vous aurai assez assommé, je pense. 3 points juste pour conclure là-dessus. Donc, avoir en tête la spécialisation de l'agriculture dans l'alimentation, c'est une particularité du XXe siècle. Et qui est liée beaucoup au pétrole ou au charbon. Hein, c'est-à-dire que, parce que la possibilité d'avoir des substituts à la biomasse sous forme de produits de synthèse tirés du charbon ou du pétrole. Sinon, la biomasse est forcément nécessaire pour tout un tas de choses. Deuxième chose, que l'agriculture, qui était autrefois source d'énergie dans le régime métabolique solaire, qui était la principale source d'énergie, est devenue un puits à énergie. Alors là, Borchamp, on est peut-être à 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on va consommer une unité de pétrole pour une calorie de pétrole pour une calorie de produit alimentaire qu'on sort. Rendu au niveau de l'assiette du consommateur, on est sur un rapport de 1 à 5, c'est-à-dire qu'il faut 5 calories pour avoir une calorie dans l'assiette du consommateur. 5 calories fossiles à peu près pour avoir une calorie dans l'assiette du consommateur. Donc on a un truc qui pompe beaucoup d'énergie fossile. Dernière chose que je voudrais souligner, parce que j'ai lu avant de venir donc, un certain nombre de rapports, et le rapport de France Stratégie, puis j'ai écouté M. Marc Fontcave, etc. C'est le risque d'une application de la logique minière à la biomasse, en fait. Alors, historiquement, ça s'est déjà fait. Hein. Les fronts pionniers, comme je vous disais, en exploitant la fertilité naturelle des sols, c'était une logique minière qu'on appliquait à la biomasse, en fait. Mais je suis très perturbé par cet usage du mot gisement de biomasse, en fait. Un gisement, c'est vraiment une terminologie minière. Hein. C'est le langage des mines, le gisement. C'est quelque chose qui gît, qui est là et qui ne bouge pas. Ce n'est pas ça la biomasse. Hein. La biomasse, ce n'est pas une mine. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui attend d'être exploité, qu'on va exploiter pour en extraire des trucs. Ça repose sur des écosystèmes qui sont quelque chose de très dynamique. Ça ne gît pas un écosystème. Et avec un risque hein, qui renvoie à ces problèmes du métabolisme minier, c'est les déchets. C'est les déchets dans l'exploitation même de la ressource. Je ne parle pas des déchets finaux comme type CO2, et un des risques actuels en termes de déchets de la vision extractive, disons, de la biomasse, c'est l'azote. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est tirer du carbone de la biomasse. C'est du carbone. Hein. Le reste, on s'en fout. De toute façon, on pourrait presque dire. Je caricature, mais la discussion sur les bioénergies, c'est on va tirer du carbone de la biomasse. Quid de l'azote? Où passe l'azote? On a des problèmes à l'échelle de la planète de pollution azotée qui sont énormes. On n'en parle pas parce qu'on ne parle que du carbone, mais il y a un problème énorme de pollution azotée. C'est un des principaux problèmes en termes de pollution, la pollution azotée. On a beaucoup trop d'azote actif en circulation sur la planète. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et donc l'azote devrait être un souci majeur aussi dans nos affaires. Et dans cette affaire de biocarburant ou de bioénergie, l'azote, c'est un déchet. C'est un déchet. Et avec un problème, c'est que même si on renvoie les restes du biogaz dans les champs, on a un déséquilibre potentiel entre la quantité de carbone et la quantité d'azote qui va perturber en fait l'usage de l'azote dans les sols, hein, qui risque d'accélérer la minéralisation de l'azote, de le retrouver plus facilement dans les rivières ou dans l'atmosphère. Voilà, donc c'est juste pour... N'ayons pas une perspective minière quand on s'intéresse à la biomasse.
Ce n'est pas des gisements, la biomasse. Si gisement il y a, à la limite, ce seront les écosystèmes. Mais là même, parler de gisement à propos des écosystèmes me semblerait extrêmement dangereux. Voilà, j'ai fini. Très intéressant toute la vision longue que vous avez présentée. Est-ce que vous pouvez faire une projection maintenant, par exemple avec les bidons de pétrole? Non, je ne ferai pas de projection parce qu'une des choses dont je suis convaincu, c'est que toute cette histoire est purement accidentelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu d'ambition, ça n'a pas été gouverné, ça n'a pas été piloté. Christophe Colomb est parti pour chercher l'Inde, il est tombé sur l'Amérique. Bon voilà, c'est un exemple type. C'est-à-dire que c'est contingent ce qui s'est passé. En fait, une bonne partie des caractéristiques du XXe siècle du point de vue de l'agriculture est le résultat de des deux guerres mondiales. C'est durant les deux guerres que se sont fondées une bonne partie des institutions et des techniques qui ont été mises en œuvre ensuite après la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres jouent un rôle essentiel dans ces changements de modèle métabolique. Elles jouent un rôle essentiel et donc je ne peux pas prédire les guerres en fait. Il y en a une qui est en train de se dessiner. Mais guerre mondiale, hein. Je ne vous la souhaite pas. Moi j'ai une question sur les corrélations avec l'augmentation de l'humanité. Parce que tout ce que vous avez décrit là, ça s'est accompagné d'une augmentation énorme Absolument. sur la Terre. Absolument. Donc, quelle est la cause, quelle est la conséquence? C'est certainement le fait qu'il y a eu beaucoup plus de nourriture disponible qui a permis l'augmentation. Mais qu'est-ce qui se passe si on revient à de la biomasse, quoi. Voilà. Malthus. Si on abandonne des mines. Malthus. On a des gens qui meurent de faim, effectivement. Il est clair que cet accroissement de la population mondiale, il a été permis par l'augmentation de la production. Et derrière l'augmentation de la production, c'est entre autres la fourniture d'azote, de synthèse, enfin d'ammoniac, qui a permis d'accroître les rendements par unité de surface. Ça, c'est incontestable. Alors en même temps, si je peux me permettre cette expression, en même temps, il faut toujours avoir en tête qu'à l'échelle mondiale, 45% des céréales sont utilisées dans l'alimentation animale et en Europe, c'est 67%. 67%, les 2/3 des céréales en Europe sont utilisées pour nourrir des animaux. Donc ça nous laisse un peu de marge de manœuvre quand même, si on veut bien se passer du rôti du dimanche midi. Ça veut dire qu'il faut changer de régime alimentaire. Ben, en tout cas, on a une marge de manœuvre. Je ne dis pas qu'il faut. Moi, je ne dis pas qu'il faut. Je dis juste qu'il y a une marge de manœuvre avant qu'on parle de famine, disons. Oui. Chers collègues, je vais s'appeler chers collègues. Bah oui. Je connais parfaitement bien tes travaux. C'est gentil. C'est vachement important. Non, mais vous ne mesurez pas ce que M. Daviron est pour l'enseignement supérieur. Oui, je vous le dis. Juste un tout petit complément. Tu ne l'as pas dit. Il y a aussi les antibiotiques. Oui, bien sûr. Qui ont été très importants. Dans la capacité qu'on a eue à empiler les animaux les uns sur les autres. Bien sûr. Tant qu'on n'avait pas d'antibiotiques, beaucoup de tout ça, Exact. et l'humain aussi Très bien, d'ailleurs, entre parenthèses, et ça nous a permis, voilà, c'était juste... Oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr. C'est très bien ça. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas pu, parce que tu le dis toi-même, et je fais le teasing, hein, demain je parle de la compétition alimentaire et énergétique, on n'aurait pas autant de dollars qui partiraient à l'alimentation animale si on n'avait pas pu empiler. Non, bien sûr, bien sûr. Et même à titre préventif. Enfin, il faut le savoir que dans les élevages de volailles, on donne des antibiotiques de manière préventive et ça accélère la croissance. Mais ça, c'est la chimie encore. Hein. Ça me va très bien, hein, ça rentre parfaitement dans mon histoire, la chimie. Mais effectivement, on en parle pour les animaux, il faut en parler pour les humains. Il faut savoir que dans les sociétés à régime métabolique solaire, toujours pour utiliser cette terminologie, les villes sont des mouroirs. On meurt dans les villes. C'est-à-dire que les villes n'existent qu'à condition d'une migration permanente de populations rurales dans les villes. On meurt beaucoup, on meurt plus que ce qu'on est dans les villes, en fait, jusqu'au 19e siècle. Et en fait, ce qui a été essentiel à côté des médicaments, c'est toute l'hygiène, hein, le traitement de l'eau en particulier, etc. Mais effectivement, il y a toute une partie médicale qui ont changé le monde pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.
Je ne vais pas faire des projets sur l'avenir, mais quand on regarde quand même toute cette augmentation de la biomasse, si on revient un peu en arrière au 19e siècle, il va falloir beaucoup plus de surface. Donc l'Europe est connue pour avoir très peu de surface disponible. Est-ce qu'on n'est pas voué au béton si la biomasse reprend le dessus par rapport au milieu? Ben de nouveau, 2/3 des céréales européennes partent en alimentation animale. On peut peut-être faire un petit effort. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout, vraiment. Et puis, enfin, tu as vu l'évolution des surfaces forestières en France. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, on a concentré l'agriculture sur une petite partie. Et je parle des céréales, mais il faut voir que depuis le 19e siècle, les surfaces en pâturage ont beaucoup augmenté. Alors, ça a des tas de vertus, le pâturage, hein, ceci dit. Après, on est sur des tensions, des contradictions qui sont importantes. Hein. Mais les pâturages ont beaucoup gagné en France depuis la fin du 19e. Donc, en fait, on a eu une diminution des surfaces cultivées, assez importante, et une bonne partie des surfaces cultivées qui servent à nourrir des animaux. Donc, on ne va pas flipper tout de suite sur l'approvisionnement en français en biomasse, je pense. Si on ne fait pas de bêtises, quoi. Si, par exemple, on n'utilise pas du colza pour faire du biocarburant, hein, ce qui est une bêtise, quoi. Enfin, je crois que tout le monde est à peu près clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on utilise autant d'énergie fossile que ce qu'on en a à la fin sous forme de biodiesel. Les biocarburants ont été inventés en France comme façon d'ouvrir un nouveau débouché à l'agriculture. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le problème de l'agriculture, c'est la surproduction de l'agriculture dans les pays dits développés, dans l'OCDE. C'est la surproduction. Comment trouver des nouveaux débouchés? Alors la viande, ça a été une solution. Il y a des textes extrêmement explicites de l'administration américaine qui disent, ça y est, on a trouvé comment se débarrasser des excédents, on va inciter au développement de la production animale, parce qu'il faut 3 calories ou 4 calories de végétaux pour faire 1 calorie de viande. C'est génial. Donc le problème, c'était comment se débarrasser. Puis on a eu l'aide alimentaire. Aux États-Unis, on a eu les substituts du sucre à base de maïs. Et puis le dernier avatar de cette affaire-là, c'est les biocarburants. Mais c'est d'abord une recherche, c'est une quête de débouchés. Et cette histoire de deuxième, troisième génération, c'est ce qu'on appelle de l'économie des promesses. C'est-à-dire que c'est dur aujourd'hui peut-être, mais demain ce sera vachement mieux. Hein, mais en fait, on ne les a pas, ces techniques-là. C'est de l'intoxication pour justifier les premières technologies. Et on a une telle situation, je vais me permettre de dire ça quand même, mais en France, on a tellement bien soutenu les biocarburants qu'Avril a pris la tête de l'agriculture française, ce qui est incroyable. C'est-à-dire que, historiquement, la tête de la FNSEA, ça avait toujours été des éleveurs, jusqu'à ce qu'un certain Xavier Bolin, président d'Avril, puis aujourd'hui, monsieur dont je ne vais pas me rappeler le nom, et de nouveau, voilà, Rousseau, et le président d'Avril et aussi président de la FNSEA. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré suffisamment de pognon, hein, grâce à tout ce qu'on leur a permis de faire, pour capturer la FNSEA et capturer l'agriculture française. Avec un truc qui est stupide d'un point de vue environnemental. Alors, je ne vais pas entamer le débat parce que je trouve ça très intéressant. Alors, comment ça se fait? Vous ne savez peut-être pas pour ceux qui ne sont pas de la région Grand Est. Les Montpelliérains ne peuvent pas savoir. On est loin, 7 heures de train. Ouais, voilà, félicitations. Que la région Grand Est s'est quand même positionnée comme numéro 1 français de la bioéconomie. Et en particulier des agrocarburants de deuxième et troisième génération. Oui, bien sûr. Du côté de Reims, avec le déploiement d'outils technologiques extrêmement sophistiqués, avec pas mal d'argent public, je suis en train de nous dire qu'on s'arrêtera à la première génération. Moi, je reprends juste les propos de Marc Fontcave à son cours au Collège de France, qui explique que c'est du bidon, les biocarburants. Ah non, mais Henri Prévost, est-ce qu'il est à l'Académie des sciences au moins, Henri Prévost? Non, non, mais enfin, bon, bien sûr, il y en a qui défendent. Mais je veux dire, Avril défend les biocarburants, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui défendent les biocarburants, bien sûr. Deuxième génération, avec des terres non arables. Oui, bien sûr. Bien sûr, demain, ce sera vachement mieux. Et en attendant, on justifie comme ça. Mais arrêtons ce qu'on fait maintenant et attendons la deuxième génération, alors. Je veux dire, ça a été monté à coup de subvention, cette affaire-là, d'obligation d'incorporation. Enfin, c'est un truc, c'est complètement fou, ce truc, quoi.
pour expliquer. Oh, c'est pas grand-chose en même temps. Sur la betterave, etc. C'est quoi? Pourquoi vous pensez que c'est pas rentable? Non, je pense que c'est pas rentable, c'est que ça n'a pas de sens d'un point de vue physique, simplement. Quels sont les ordres de grandeur qui expliquent que ça n'a pas de sens? Un rendement de 1. Voilà, c'est tout. On a tout dit à ce moment-là. On consomme de l'énergie fossile autant en utilisant des biocarburants qu'en utilisant du gasoil directement. En fait, il faut regarder les choses plus en détail. Je veux dire, parce que quand même, Oui, après. suivant les sources, il y a quand même Non, il y a la canne à sucre qui permet de justifier les biocarburants. Effectivement, il y a la canne à sucre brésilienne qui a un bon rendement. Voilà. Mais on n'est pas au Brésil. Et avec du nucléaire, on pourrait se passer de l'énergie fossile. Ah, mais ça moi, je n'ai pas parlé de nucléaire pour l'instant. Et je m'en garderai bien. Ah, ça, c'est... Je ne suis pas compétent pour en parler. Et j'ai répondu sur l'avenir. Hein. C'est la guerre qui nous le dira. Donc c'est comme pour les armes, quoi, pour améliorer l'armement. Non, mais attendez. Si on doit parler de nucléaire, vous savez très bien qu'en France, ça a été développé pour des raisons militaires, d'abord. Vous savez tous ça. Ben, je vous laisse en discuter. Vous connaissez mieux le secteur que moi. Mais alors, moi j'avais entendu dire, enfin j'avais lu que le problème des biocarburants de deuxième génération, c'était que finalement la lignine des arbres et des plantes en général était très robuste et très difficile à détruire. Oui. Donc est-ce que c'est ça qui explique qu'il faut énormément d'énergie pour la détruire et la transformer? Je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces choses-là, mais en même temps, ça, on le savait déjà avant. Oui. C'est pas un scoop, quoi, C'est pas que un la scoop. lignine, Non, c'est mais difficile à transformer, quoi. C'est donné comme explication de la lenteur du développement Oui, bien sûr. Mais il ne fallait pas nous l'annoncer comme... Moi, depuis que je suis à peu près dans ces histoires, enfin au moins depuis le début des années 2000, j'entends parler de la deuxième et troisième génération des biocarburants. En téléphonie, on est à la 5e génération. Et on l'a tous dans la poche, la 5e génération, à peu près. C'est de l'économie des promesses. Juste, on nous vend les deuxièmes carburants pour justifier les premiers. Oui. Oui, il y a de l'éthanol et du diester, oui. Mais en Europe, les deux ont des rendements quand même des rendements énergétiques très médiocres. Je pensais qu'on gagnait 40% d'énergie fossile grâce aux applis carburants, mais en fait c'est un mythe, c'est ça? Ouais, oui. On gagne quasiment rien. Non, les travaux sérieux vraiment de décortiquage de cette affaire-là, en ACV ou autre, montrent que c'est très faible. Tout ça c'est un business en fait. Alors que devient l'agriculture sans les fossiles? Eh bien, c'est compliqué, hein, effectivement, parce que effectivement, un des enjeux, finalement, une des questions qu'on devrait se poser beaucoup aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire, avoir de l'agriculture sans énergie fossile et sans autant d'azote actif que la quantité qu'on a aujourd'hui en circulation. Et alors, je pense que enfin, de nouveau, moi, je ne connais pas l'avenir, hein, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, répété, on a des marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'en termes de consommation, on a une consommation quand même qui est particulière du point de vue agricole. Donc, on peut penser qu'on peut réduire les rendements, qu'on peut utiliser une partie des surfaces agricoles pour produire de la biomasse qui sera utilisée pour entretenir la fertilité des sols. Enfin, en fait, vous savez que historiquement, en fait, on pourrait dire dans les sociétés à régime métabolique solaire, la fertilité des sols, elle est entretenue comment? Par des transferts de fertilité. C'est-à-dire que c'est toujours du transfert de fertilité. On va chercher de l'azote dans les pâturages, on fait manger les vaches dans les pâturages, le soir elles sont à l'étable, on récupère le fumier, hop. Donc on est dans des logiques de transfert. Ou bien on exploite les forêts même. Il y a eu beaucoup d'exploitation de biomasse forestière pour avoir de... Il y a des histoires par exemple, on creusait des fosses dans les vignes chez les Catalans et on mettait du bois dedans et on rebouchait ça. Enfin, voilà. C'est du transfert. Hein. C'est du transfert ou dans le temps ou dans l'espace. Dans le temps, ça peut être les légumineuses. On va cultiver des légumineuses et puis on retourne tout ça après. Donc, il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions. Mais forcément, il vaut mieux être, enfin, je pense dire ça, à un niveau de production beaucoup plus faible. Mais en même temps, j'ai tendance à penser que du point de vue de la consommation, on a de la marge de manœuvre.
si on ne veut pas foutre du biodiesel dans sa voiture pour aller se mettre dans un bouchon, quoi. Enfin, franchement, c'est idiot en termes de priorité. Il y a d'autres priorités que ça, quoi. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'azote déchet. Où s'accumule-t-il cet azote déchet? Dans les substrats, dans le reliquat du biogaz. Quand vous faites du biogaz, vous tirez du carbone de votre matière première, hein, mélange de fumier, de lisier et de maïs éventuellement. Vous allez avoir du CH4, donc vous allez sortir le carbone, mais l'azote, lui, il est resté là. Ça a été vendu comme une solution pour la Bretagne, ce qui est vraiment une escroquerie, parce que ce n'est pas du tout une solution pour l'azote, le biogaz. C'est une solution pour faire du gaz, du méthane, en fait. Mais l'azote, il est toujours là. Et donc, vous le renvoyez au champ, l'azote. Le problème, c'est l'équilibre entre le carbone et l'azote au champ. En fait, il y a un ratio CN qu'il faut respecter un minimum pour pas qu'il se passe n'importe quoi du point de vue de la dynamique du vivant. Donc le risque, c'est un excès d'azote en fait au champ, de nouveau. C'était une exploitation agricole laitière qui fabriquait du biogaz. J'avais cru comprendre que le substrat solide qui sortait du fermenteur était effectivement épandu. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais normalement, le fumier, quand vous l'épandez, vous avez et du carbone et de l'azote. Et là, il y a beaucoup moins de carbone. Il en reste, mais il y en a beaucoup moins. Donc c'est juste... En fait, il y a des travaux, hein, c'est vraiment une zone d'interrogation parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a pas le recul là-dessus. Mais qu'est-ce que ça va donner? C'est juste, moi, c'était, disons, une petite sonnette d'alarme par rapport à cette logique d'extraction, en fait, vis-à-vis de la biomasse. C'est-à-dire, j'ai de la biomasse, je vais tirer le carbone et puis le reste, je l'épand. Voilà, c'est les risques que ça peut faire courir. On ne peut pas séquestrer une partie de l'azote. Je ne sais pas. Il y a peut-être des techniques, mais je ne connais pas. Des explosifs. C'est un phénomène perceptible et qui va dans un mauvais sens. Ça dépend où, en fait. C'est difficile de donner une réponse globale à ça. J'aurais tendance à penser, mais vraiment à vue de nez, en fait, c'est beaucoup, ça dépend beaucoup, mais là, je sors de mon domaine de compétences. Donc, mais ça dépend en bonne partie de la teneur en matière organique dans les sols pour avoir ce complexe argilo-humique. Et donc, aux États-Unis, c'est connu pour avoir des gros problèmes d'érosion des sols encore. Il y en a une bonne partie qui part dans le Mississippi, hein, des sols de la Grande Plaine. J'ai l'impression qu'en France, on n'est pas dans une situation aussi extrême et que ça devrait aller. Vous avez cité les raisons de la colère. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est les États-Unis. Hein. De la grande période minière, en fait. Le problème, c'est que les États-Unis, ils ont été pris on pourrait dire, de manière surprise par le fait que le front pionnier était fini et qu'on ne pouvait pas utiliser les sols comme on les avait exploités pendant toute la période où le front pionnier pouvait toujours avancer et où on pouvait aller chercher des terres vierges un peu plus loin, quoi. Moyennant en tuant quelques Indiens, mais c'était pas... Je crois qu'un des problèmes français est la dissociation entre la production de céréales et les productions animales. Oui, bien sûr. Donc, si vous avez en Bretagne énormément de production animale, en Beauce du blé, en fait, s'il y avait des exploitations mixtes, ce serait plus facile d'utiliser les déchets animaux riches en azote pour la production végétale. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est sûr que c'est une des caractéristiques de cette agriculture actuelle, c'est d'avoir désintégré en fait agriculture et élevage, quoi. Et ça, c'est une invention de l'Europe du Nord-Ouest, en fait. C'est une invention hollandaise et danoise. En fait, à partir du moment où il y a eu sur les grands marchés mondiaux à la fin du 19e des grandes quantités de céréales disponibles et de soja qui venaient de Mandchourie, ces gens-là se sont dit, ah ben on a trouvé une solution parce qu'ils avaient une pression sur la production de céréales, justement. On va faire des vaches ou des cochons et on fera du beurre ou du bacon qu'on enverra aux Anglais. Donc ils ont fait une espèce de boucle, un détournement des flux de céréales et de soja pour produire des produits animaux, mais absolument sans production d'aliments sur place, quoi. Et c'est devenu un modèle qui a très bien marché du point de vue des performances du secteur en termes de productivité des vaches et du travail. Quand on entend aussi parler d'élevage connu, on entend beaucoup que c'est le méthane relâché par l'élevage bovin. C'est le méthane relâché par les vaches qui a un énorme impact carbone. Moi, je voulais savoir en fait si la biométhanisation, même si elle pose ce problème dont vous parliez avec l'azote, est-ce que ça réduit vraiment l'impact carbone d'un élevage bovin de capter
et d'en faire du biogaz derrière, ou ça n'a pas forcément d'impact non, parce que, alors, en fait, sur l'émission de méthane, enfin de gaz à effet de serre d'un élevage bovin, il peut y avoir des émissions... En fait, le problème, c'est surtout les paies des vaches, hein, les paies et les rots des vaches. Et les rots surtout, me dit mon Christian. Mais c'est pas... Donc, le fait d'utiliser le fumier pour faire du biogaz ne change rien à ça. Après, on pourrait essayer de capturer le rot des vaches. Je pense qu'il y a des gens qui y pensent. Hein. Question animalité, là, on va encore reculer un petit peu, mais voilà, l'usage qu'on fait du fumier ne change rien à ça. Une vache, c'est formidable parce que ça peut consommer des matières végétales qui sont inutilisables par les humains, grâce à cette fermentation qu'il y a dans la panse des vaches. Donc ça, c'est génial en même temps. C'est-à-dire que c'est une façon de valoriser des espaces qui ne sont pas valorisables autrement. Et en plus d'avoir du fumier après pour entretenir la fertilité des sols et éventuellement même du travail, parce qu'on a souvent fait travailler les vaches elles-mêmes. Formidable, une vache. Simplement, là, aujourd'hui, on a ce problème de roue. Par contre, le lisier, on diminue les gaz à effet de serre, puisque... Oui, absolument. En CO2 brûlé. Non, on le transforme en méthane qui sera brûlé ensuite. De laisser le CH4 s'envoler. Voilà, et sachant que le CH4 a un pouvoir en termes de réchauffement qui est beaucoup plus fort. Ouais. Allez, je vais faire peut-être un petit commentaire en termes de questions. Donc là, on a parlé beaucoup donc, de coûts de déchets, de nouveaux biocarburants, etc. Tout ça, c'est des problèmes d'énergie, finalement. Oui. Bon. Et dans la salle, on est surtout plutôt des gens plutôt physiciens, donc on connaît à peu près la physique de l'énergie. Et on sait très bien qu'avec un tiers de mètre cube, disons 300 litres d'uranium 238, on fait la consommation énergétique de la France pour un an. Mmh. Et qu'il n'y a pas de problème d'énergie. Si on savait faire E égale MC2 à 100%, il suffirait d'une boîte de lait pour avoir la production électrique française pendant un an. Dans une boîte de lait convertie, E égale MC2. Mmh. Alors on sait faire que 0,3% pour le moment de tout ça à Crémalville ou ailleurs. Mais il faut se mettre dans la tête qu'avec l'uranium et puis demain la fusion, on n'a pas de problème d'énergie. Oui, alors, ça dépend qui est on dans l'affaire. Là, quand vous avez l'histoire du EMC2 qui permet, avec une brique de lait, on est dans l'économie des promesses de nouveau. C'est-à-dire que le nucléaire, aujourd'hui, ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Oui, on l'a fait à Crémalville, mais on l'a fait à Crémalville. Voilà, très bien. Mais on ne le fait pas. C'est pas comme ça qu'on produit de l'énergie électrique en France. Et vous avez deux problèmes, qu'on peut difficilement éviter, c'est les déchets, malgré tout. Ces fameux déchets, toujours quand même. On a toujours du déchet, c'est de la physique. Hein, deuxième loi de la thermodynamique, on a toujours du déchet. Et puis, moi, je n'aimerais pas vivre à côté d'une mine d'uranium. Ça tombe bien, on n'en a pas en France, pratiquement pas. Enfin, on en avait à l'ODEV avant, j'habite pas loin de l'ODEV. Mais je veux dire, on a mis à distance le problème avec l'uranium. Mais il y a des gens qui le vivent. Enfin, je veux dire, ça reste une activité minière qui génère énormément de perturbations dans l'endroit où on exploite l'uranium. Ça tombe bien, c'est pas en France. Parce qu'on n'exploite pas correctement. Je ne sais pas si c'est l'explication. Non, mais j'explique rien, je dis juste que c'est pas sans problème. D'accord. On en a pas mal. Le problème, c'est que pour l'extérieur, maintenant, il est beaucoup plus cher que de l'acheter au Kazakhstan. Oui. Enfin, ça reste une activité minière, l'uranium, malgré tout. Oui, et les mines génèrent beaucoup de nuisances. Actuellement, c'est ça, alors que c'est des tonnes de charbon, de déchets de charbon. Il y a plus d'uranium dans les terrils de charbon qu'il y en a dans les déchets des centrales nucléaires. Oui, non, mais d'accord. Enfin, oui. Le problème,
c'est que ça dérange les énergies fossiles, donc elles font tout pour empêcher l'émergence. Non, mais en fait, je pense que c'est bien pour raisonner ces choses-là qu'on est quand même sur des logiques de mise à distance. C'est-à-dire que dans le cas des déchets nucléaires, vous mettez à distance pour les générations à venir. Dans le cas de l'exploitation des mines d'uranium, vous mettez à distance, c'est-à-dire parce que vous allez chercher loin. Et donc nous, on est bien assez propre. C'est dans les déserts. J'aimerais en être sûr. Il y a toujours des gens. Hein. Il y a toujours des gens. Ouais. Exactement. Je veux dire, la logique de « il n'y a personne », c'est comme ça qu'on a tué des tas de populations aborigènes dans le monde entier. Hein. Terra nullis, ça s'appelle. Hein, c'était on classait les terres en disant « terra nullis », c'est à personne, on peut y aller. On a fait ça en Namibie, on a fait ça en Australie, on a fait ça aux États-Unis, on a fait ça dans plein d'endroits. Il faut donner des chiffres. Il faut donner des chiffres parce qu'au Niger, si on compare le charbon en France, combien de morts ça a fait et combien de morts il y a au Niger, on va être étonné. Non, mais ça tombe bien, en plus, ils sont au Niger. Non, mais comptons le nombre de Nigériens. Non, mais on ne les compte pas, justement. Non, mais justement, on ne les compte pas. Non, mais la différence pour nous, c'est... Je suis sûr que vous pourrez trouver des chiffres sur les morts du charbon en France. Vous n'en trouverez pas sur les morts de l'uranium. Au Niger? Non, non, mais il n'y en a pas. Le battage que font les écolos sur l'uranium au Niger, je pense qu'effectivement, il doit quand même y avoir des chiffres sur le nombre de morts au Niger. Hein, parce que pas d'uranium dans les mines. Ne serait-ce que la Fondation Rosa Luxembourg qui regarde ça de très très près en termes d'accidentologie dans les mines d'uranium au Niger. Mais en fait, je ne tiens pas à trancher là-dessus. Je veux juste dire que ça reste une activité minière et que les activités minières sont génératrices de beaucoup de perturbations. Voilà. Voilà. Pas forcément, parce qu'au Kazakhstan, c'est in situ. Donc ça se passe sous le sol, il n'y a pas de conséquences. Il y a quand même d'autres problèmes. Injecter des tonnes d'acide dans les souterrains, ça doit quand même avoir un impact environnemental. Ce sont des souterrains stériles. Donc au Kazakhstan, les dégâts sont très locaux et ils sont stabilisés. Non, ils sont stabilisés. Oui. Vous connaissez beaucoup mieux ça que moi. Hein. On arrête là? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, la différence entre, disons, le solaire et le minier, c'est que les déchets du vivant trouvent place dans le vivant. C'est ça la grande différence du vivant. En fait, c'est que quand les déchets sont organiques, ils trouvent une place dans le vivant. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent de déchets d'autres animaux, enfin, ou de plantes qui vivent des déchets des autres. Ce n'est que ça le vivant. Simplement, quand vous avez des déchets minéraux, beaucoup de déchets ne trouvent tout simplement pas de place dans le vivant. Et donc, ils s'accumulent. Il y a un facteur 1 million entre le déchet uranium et le déchet charbon. Ce facteur 1 million, c'est l'écologie. Je ne sais pas de quoi vous parlez là, mais je... Mais la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une civilisation liée au gisement minier, quel qu'il soit. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que la consommation de la biomasse depuis la nuit des temps, elle n'a pas beaucoup bougé quand on la regarde sur les millénaires. Et on le voit sur les courbes que vous avez montrées pour le Royaume-Uni, mais on peut le voir sur la planète Terre. La civilisation dans laquelle on rentre à la fin du 19e siècle et qui nous amène là où on est aujourd'hui avec des PC, de l'électronique, de l'informatique, des médias, la possibilité que vous soyez là, tout ça c'est lié au minier. C'est vrai qu'en train à vapeur, j'aurais mis beaucoup plus de temps encore. Ouais. Et on a énormément de mal à penser finalement. Bien sûr. Parce qu'on est dans cette civilisation. Ça c'est sûr. Et la question que je me pose à travers votre exposé, évidemment vous êtes historien dans votre recherche. L'historien ne prévoit pas l'avenir. Mais comment on va aller vers cette civilisation différente? Est-ce que ça va être de façon stochastique? Est-ce que ça va être continuellement? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de sagesse répandue qui font que les gens vont arrêter de manger de la viande et remplir
remplir 5 jours par semaine leur assiette de céréales. Voilà, de sorte que aussi les 1,5 milliard d'êtres humains au passage qui ne mangent pas à leur faim puissent manger aussi, avec beaucoup moins de fossiles et en étant plus sages sur aussi la consommation qu'on fait de ressources minières. Oui, oui. Alors, mais vous l'aurez compris que moi j'ai une vision plutôt très pessimiste de ce qui risque de nous arriver, parce que ça va avoir un coût, ça va être très coûteux. Enfin, très coûteux, ça va supposer de renoncer à beaucoup de choses. Donc, il faudrait avoir quelque chose d'autre à gagner à côté de ça, quoi. Pour bien faire, il faut trouver des compensations, on pourrait dire, mais ça va être... Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir sans renoncer à beaucoup de choses, et je ne crois pas que ça puisse être piloté, en fait. Je trouve ça, enfin, à lire tous ces textes que j'ai lus ces derniers jours, je trouve ça d'une hubris, là, si vous me permettez ce terme, c'est-à-dire une espèce d'ambition, mais délirante, l'idée qu'on va atteindre le zéro carbone en 2050, mais enfin vraiment, je trouve que c'est du délire, on dirait que c'est des fous qui parlent, quoi, de toute façon. Oui. Là, on pourrait être d'accord. Oui, oui, hein, non, enfin... Oui, 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 mais bien sûr, mais je veux dire, je vous encourage à sauver le climat. Nous sommes d'accord qu'en 2050, on consommera encore pas mal de fossiles. Moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. On a 30 ans devant nous, là. La situation est extrêmement chaude d'un point de vue géopolitique. Elle est chaude d'un point de vue politique. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, il va se passer quelque chose. Et pas cool. C'est tout ce que je sais. Oui. Eh bien, en fait, c'est compliqué. J'aurais bien aimé arriver à dire qu'on pouvait opposer stock dans le cas du minier et flux dans le cas de la biomasse, mais en fait, il y a plutôt une opposition à faire que je trouve intéressante, mais je n'ai pas réussi à trouver la façon de l'utiliser. Il y a un économiste qui s'appelle Herman Daly, qui a longtemps travaillé pour la Banque mondiale d'ailleurs, qui lui classe les ressources en 2 types de ressources. Les ressources fonds stock d'un côté, il les met ensemble, et les ressources... Qu'est-ce que je vous dis ? Non, stock flux d'un côté et fonds service de l'autre. C'est-à-dire qu'un écosystème, par exemple, c'est un fonds, et ça vous fournit un certain nombre de services. Ça purifie l'eau, ça produit de l'oxygène, ça entretient de la biodiversité, sans qu'on ait besoin de consommer le fond, l'écosystème, en fait. Donc on l'use un peu, à la limite, si on abuse, mais c'est un fond qui fournit des services, sans détruire le fond. Alors que les ressources stock, flux, c'est des ressources qu'on va détruire dans le processus de transformation. Alors, la biomasse, c'est plutôt du stock flux, c'est-à-dire qu'on la détruit dans le processus de production. Ce qui est un fonds-service, c'est l'écosystème qui fournit la biomasse. C'est pour ça que les raisonnements sur les gisements de biomasse me dérangent. Je préférais qu'on raisonne sur les écosystèmes et sur les fonds, sur les fonds qu'on a en termes d'écosystèmes, susceptibles de fournir à la fois de la biomasse et tout un tas de services dont on a besoin aussi pour que la planète reste agréable à vivre. Donc je trouve que c'est intéressant, mais je ne suis pas assez malin. Il faut que je dise plus pour arriver à en faire quelque chose dans la discussion. Fonds service, stock flux. Y a-t-il une autre remarque, une autre question, les amis? Eh ben, on va vous remercier. Ben, je vous en prie. Vous avez un peu secoué, c'est bien. J'espère.